Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Nous voici à l'émission Lecture et compagnie. Cette semaine, nous rencontrons Stéphane Garneau qui va nous parler de différents essais historiques qu'il a lus dernièrement. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, nous allons parler d'essais historiques. Le premier qu'on voit, c'est les éditions Marabout, Bob Moran et le Québec. Donc, oui. Ça nous intéresse parce que c'est pas un auteur québécois. Non. Bien, dans le fond, juste pour vous dire un petit mot, d'abord, les 6 volumes qui sont ici, ce sont tous les éditions Septentrion, qui est probablement la plus grosse maison d'édition d'histoire qui porte sur l'histoire du Québec. OK. Fait que c'est ce qui est pour les 6 volumes. Donc, le premier, comme on disait, les éditions Marabout, Bob Moran et le Québec. Ici, l'auteur, c'est M. Jacques Hellman. Il est bibliothécaire à l'Université libre de Bruxelles. Donc, c'est un petit peu un lien parce que M. Verne était aussi un Belge. Un Belge. Ce qui est un petit peu drôle au niveau, moi, ce qui m'attache au premier volume, c'est que j'ai étudié moi-même à l'Université libre de Bruxelles pendant mes études et j'ai peut-être rencontré l'auteur sans le savoir à l'époque à la bibliothèque. Ah bon? Donc, le premier volume, donc, il est comme divisé en 2 parties, je dirais. La première partie, c'est beaucoup l'histoire des éditions Marabout. Je pense que la plupart des gens doivent connaître. Et puis, dans la deuxième partie, on voit un petit peu tout le travail qui était fait de diffusion ici au Québec. Et on revient aussi sur les visites de Henri Verne, qui est venu visiter le Québec à quelques reprises pour la promotion des volumes Bob Moran. Donc, les éditions Marabout ont été créées en 1949 par M. Jean-Jacques Chellan et André Gérard. C'était des petits volumes, si tout le monde se souvient. Ils sont inspirés de quoi? C'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats américains amenaient avec eux des pocketbooks, qui appelaient c'était des petits livres de poche. Donc, ils sont inspirés du modèle pour créer la collection Marabout. Pour ce qui est de l'emblème, bon, on dit que les deux personnes, c'était des bons vieux scouts et ils ont pris un emblème totémique pour les scouts, le Marabout, à qui on tout simplement rajouté une paire de lunettes. Ah bon, pour lire. Pour lire, il faut dire aussi qu'à la même époque, il y avait aussi la maison d'édition Penguin, qui existe encore aujourd'hui, qui est une maison anglophone. Donc, on était beaucoup dans les oiseaux là, pour les noms de maisons d'édition. On va créer différentes collections au fil des années. Il va y avoir Marabout Géant, Marabout Service et il va y avoir la collection Marabout Junior, dans laquelle les aventures de Bob Moran vont s'insérer. Dont Henri Verne, on dit que le premier apparu à partir de 1953. Va connaître beaucoup de succès. Et puis, la maison d'édition dans laquelle les hommes Marabout, elle va disparaître dans les années 1980. Elle va être rachetée, je pense, par la maison Hachette. Ils ont eu des problèmes financiers, donc ils ont été rachetés plus tard. Et puis, comme je disais, la deuxième partie du volume, là, on parle vraiment beaucoup de Dimitri Kazan, qui était la personne que Marabout a envoyée ici au Québec pour développer tout le marché là, du volume au Québec. On va faire quoi? On va commencer des émissions de télévision. Tous pour un. La Poule aux œufs d'or. On va aussi faire des contrats avec des personnalités. Jean Béliveau va être un porte-parole des éditions Marabout. Là, on le voit dans le livre, il y a des photos que M. Béliveau photographie avec des volumes en train de lire des Marabout services, comment faire à manger ou ces choses-là pour les éditions Marabout. On va aussi voir que M. Verne, que M. Kazan voit le grand intérêt de faire venir M. Verne parce qu'il y a beaucoup de lecteurs. C'est lui qui va être à l'origine des visites de M. Verne au Québec. Sa première a d'ailleurs lieu en 1963. Puis il va lui dire aussi, ça serait le fun s'il pourrait avoir une histoire de Bob Moran qui se passe au Québec. Alors, lors de sa visite, on va entre autres l'amener au barrage de la Manicouagan. Okay. Et M. Verne va publier 2 ans plus tard, en 1965, un volume qui va être Bob Moran, Terreur à la Manicouagan. Donc, c'est sûr que ça va avoir un grand tirage ici au Québec. Et M. Verne va revenir quelques fois au Québec par la suite. Juste pour finir, c'est que une petite chose qui nous différencie du Québec versus l'Europe, ici, bien sûr, il y avait la censure cléricale. Oui. Donc, un des travaux de M. Kazan, c'était de faire en sorte que ces volumes soient approuvés par le clergé. Donc, ce qui devait nous amener quelquefois à des petites modifications. J'en ai pris une juste ici. Entre autres, on voit que... Vous voyez qu'ici, on a un volume de Marabout. Oui. Publié en Europe, on voit que la dame sur le taureau est comme la poitrine dénudée. Bien, juste sur la page d'à côté, vous avez la couverture qui a été choisie pour le Québec. Alors, on a donc dû rhabiller la dame pour plaire au clergé. Donc, c'est des petites anecdotes comme ça ici. Donc, je pense que, puis Bob Moran, juste pour finir avec l'histoire, c'est que moi, j'ai écrit aussi un volume sur l'histoire de la bibliothèque du Collège classique de Thetford ici. Oui. Puis il y a un des anciens étudiants qui me racontait que les Bob Moran étaient tellement populaires qu'il y avait des Bob Moran à la bibliothèque jusqu'au temps des fêtes. Après le temps des fêtes, ils disparaissaient des rayons.
les prêtres enlevaient les Bob Moran trop populaires parce qu'ils voulaient que les étudiants lisent aussi d'autres volumes ou se concentrent sur leurs études. Et au retour des vacances d'été, les Bob Moran réapparaissaient sur les rayons de la bibliothèque. Eh ben, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Ouais. C'est un livre très intéressant pour ceux qui s'intéressent aux éditions Marabout et aussi là, à tout ce qui est Bob Moran. Je pense que c'est un volume qui pourrait intéresser les gens. OK. Deuxième volume, je pense qu'on n'a pas d'affaire à présenter les gâteaux Vachon. Je pense que tout le monde connaît un petit peu l'histoire. Tout le monde y a goûté. Un jour ou l'autre, c'est sûr. On voit les dates sur le volume. On parle de 1923, qui est la date de création, à 1999. Qu'est-ce qui se passe en 1999? C'est que Vachon, la compagnie, est achetée par Saputo. Oui. Aujourd'hui, il y a encore des petits gâteaux Vachon. Donc, on a acheté le nom des gâteaux, mais la compagnie Vachon, elle n'existe plus. C'est maintenant Saputo qui est rendu gestionnaire de la compagnie. D'où les dates. Donc, 1923, comment l'aventure commence? C'est à l'époque, c'est Joseph Arcade Vachon et Rose Anna Giroux. Eux, c'était des cultivateurs et il y avait une terre en Beauce. C'était pas à Sainte-Marie, je me souviens plus, je me demande si c'est pas Saint-Patrice, mais je suis plus certain, mais il n'était pas à Sainte-Marie. Et puis, il y avait une terre, il y avait de la misère à subvenir à leurs besoins. Les années 1920, qu'est-ce qui se passe au Québec? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont travailler aux États-Unis. Oui. Eux, à l'époque, ils ont déjà 2 de leurs enfants qui ont quitté pour les États-Unis. Puis là, ils se disent, c'est le fun d'avoir un commerce qui nous permettrait de faire travailler nos enfants. Donc, ce qu'ils vont faire en 1923, ils rajoutent une boulangerie à une veuve dont le mari est décédé. Ils rajoutent un fonds de commerce. Est-ce qu'ils connaissent quelque chose en boulangerie? Absolument rien. Ils vont apprendre sur le tas. Un de leurs fils va apprendre à boulanger le pain. Parce qu'au début, c'est du pain qu'on vend. On a environ 200 clients et on va livrer le pain à voiture tirée par des chevaux. Mais 2-3 ans plus tard, il rencontre un commis voyageur qui lui vend des petits gâteaux de Montréal. Il dit, on va vous en acheter, puis on va les vendre en même temps que nos pains. Puis là, ben, au fur et à mesure, ça s'aperçoit que les petits gâteaux s'écoulent plus vite que le pain. Fait que là, en 1927, ils vont embaucher un pâtissier qui va essayer de faire des gâteaux. Et puis, de fil en aiguille, on va voir qu'on va abandonner le pain et on va se concentrer sur les petits gâteaux parce que c'est ce qui est le plus rentable. Là, pour ce qui est du fameux petit Joe Louis, on se pense que c'est en 1932 qu'on va le produire. C'est Paul, qui est l'un des fils des 2 fondateurs, qui s'est dit, bon, ça fait d'avoir un nouveau gâteau. Donc, il va faire 2 disques chocolatés qu'il va couper avec un couvercle de poudre à pâte. D'où le rond à l'origine. Le rond, là, oui. Puis, il va mettre du crémage entre les deux, de la crème pâtissière. Et ça va donner le premier Joe Louis. Et le nom Joe Louis, les gens se demandent, c'est-tu sur référence au boxeur? Et non. C'est qu'il y a 2 des fils qui s'appellent Joseph et Louis Vachon, et qui ont fusionné les 2 noms pour donner le nom du célèbre petit gâteau Vachon, Joe Louis. Est-ce qu'il était recouvert de chocolat comme aujourd'hui? Oui, mais c'est pratiquement la recette originale. Ah oui? C'est juste qu'à l'époque, on a changé les emballages au fil des années que la technologie s'est améliorée. Et puis les Vachons étaient beaucoup à l'avant-garde. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 30, il y a un des fils Vachon qui était allé aux États-Unis visiter des usines, dont des usines de Ford, pour la construction de pièces automobiles, parce qu'on voulait voir... L'automatisation. C'est ça, l'industrialisation fait qu'on s'est mis à faire des petits gâteaux. On a fait bâtir une nouvelle usine dans les années 30. Okay. Et on s'est mis à faire des gâteaux à la chaîne. À la chaîne. Je peux vous donner un exemple. En 1940, l'usine emploie une 60aine de personnes et on fabrique environ 250 000 douzaines de petits gâteaux. Hey. C'est en 1940. C'est sûr que de fil en aiguille, on va encore agrandir l'usine. On va ajouter un laboratoire dans les années 1950. Puis il y a des petits gâteaux qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître selon les goûts du jour. Et puis là, je prends d'autres chiffres. En 1960, la compagnie compte 295 véhicules. En 1972, on compte 1200 employés. Et c'est en 1985 qu'on confectionne le 10 milliardième petit gâteau Vachon. Eh mon Dieu! Donc, c'est une histoire qui se lit. Un bel exemple, je pense, de succès de petits Québécois qui sont partis d'absolument rien. Donc, et puis ils sont devenus des géants du monde agroalimentaire. Oui. Très intéressant. Donc, on reste dans la nourriture, je peux dire. En ce coup-ci, on dit avec recette de chantier et maître d'histoire par Mme Raymonde Baudouin. Mme Baudouin, sa mère et sa grand-mère, eux, ont été chefs-cook dans les chantiers de bûcherons. Là, je vous le dis tout de suite, le volume compte environ une 50aine de recettes. Et puis, bon, il y a des histoires entremêlées à travers les recettes. Si vous êtes au régime, c'est pas le volume que je vous conseille. Il y a de la graisse en masse. De la nourriture très riche. Il faut comprendre que les bûcherons, ça dépensait beaucoup de calories dans une journée. Donc, mais c'est le fun si vous voulez reprendre des recettes de grand-mère, ces choses-là. C'est peut-être un volume intéressant, là. Bon, Elle-même, est-ce qu'elle a travaillé dans les chantiers? Elle, non. Elle se souvient d'avoir accompagné sa mère, toute petite, sur les sentiers, mais le boom des chantiers de bûcherons était déjà terminé quand Mme Raymonde Baudouin était déjà plus vieille. OK.
Bon, c'est quoi? On parle, évidemment, il y a des restes de soupe au pois, de fèves au lard. À noter que les fèves au lard sont blanches dans le volume. Parce qu'à l'époque de la Nouvelle-France, les fèves au lard se mangeaient blanches. Ce qui a fait les fêtes colorées, c'est notre contact avec les Américains qu'on a découvert la mélasse. La mélasse. Et c'est là qu'on s'est mis à mettre de la mélasse dans les bines. Mais à l'origine, les bines étaient blanches. Ah bon? On va trouver des restes de un pâté juif, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Bon, c'est du bœuf haché, des oignons, des pommes de terre et des tomates en dés. Tout mêlé. Tout mêlé ensemble dans la croûte. Vous allez avoir des galettes à mélasse, du pudding au pain, des tartes au gruau. Donc, je vous dis, c'est... Des vraies recettes québécoises. Des vrais. Puis bon, à travers ça, je vous dis un petit peu des anecdotes. On dit, entre autres, que les cooks exigeaient le silence pendant le repas. Pourquoi? Parce que les hommes mangeaient plus vite. Ce qui permettait de faire manger les gens plus vite à table. Mon doux, tout était pensé. C'est ça. Fait que vous mangez, après ça, vous aurez discuté. On peut vous virer plus Ça vite. se fait pas ensemble. On peut virer plus vite les tablés. On dit aussi qu'il y avait toujours beaucoup de desserts sur les tables de chantier. On parle de tartes de galettes. Des fois, un repas peut avoir au moins 6 sortes de tartes différentes. Pourquoi tant de desserts? C'est parce que, surtout au début de saison, avant que l'hiver arrive, ben, on ne pouvait pas conserver de la viande. Donc, il y avait très peu de viande à table. Fait que pour compenser le fait qu'ils mangeaient peu de viande, ben, on les bourrait de sucre. On les faisait manger de la tarte, des galettes. Puis aussi, ben, les galettes, c'était la gâterie pour les chevaux. Parce que quand les chevaux tiraient les billots pour les récompenser, une petite galette à mélasse. Ah oui? Oui, fait que c'était très pratique, les galettes, là. Fait que le cuisinier, c'était pas juste pour les hommes, c'était pour les chevaux Les chevaux aussi. aussi. Puis, donc, on dit que le lunch, bon, les bûcherons mangeaient au camp de bûcherons le matin et le soir. Et pour le dîner, ils mangeaient vraiment sur le lot où ils coupaient le bois. Ah, Fait OK. que toute la saison, ils mangeaient immanquablement le même dîner. C'est qu'ils partaient chaque matin avec des tranches de lard, du pain, de la mélasse, des bines, les fameuses galettes pour eux et les chevaux, et du thé. C'était le même dîner tout le long de la coupe de bois. Puis là, il était sur le chantier, donc il faisait pas rien chauffer, là. Non. Il mangeait... Le thé, c'était froid? Oui, il se faisait avec une bouilloire, puis amener de l'eau, il se faisait un feu, il mettait de la neige dans une embouilloire, puis on faisait ça cuire ça sur le foyer, sur un petit feu de bois. Puis c'est comme ça. On revenait seulement au camp le soir. Le soir. Ouais. Eh ben, Fait que, comme je dis, ceux qui aiment la gastronomie québécoise, et puis comme je dis, il y a des histoires. La dame, il faut dire qu'elle avait déjà écrit un premier volume qui portait sur l'histoire des chantiers de Pittoun. Fait que si l'histoire des camps de bûcherons vous intéresse plus particulièrement, l'auteur a aussi écrit un volume sur l'histoire des camps de bûcherons. OK. Donc, le 4e volume, ici, c'est le Grain de sable. C'est un roman jeunesse. Ici, c'est rare que Septentrion fasse dans le jeunesse, mais ici, on a vraiment un volume jeunesse qui est écrit par Webster, qui est un artiste hip-hop qui s'intéresse à toute la condition des Noirs. Et puis, ça paraît parce que dans les textes, il y a beaucoup de textes qui sont en rime. Vous allez voir en lisant le volume. Et puis, donc, ce qu'on raconte, c'est Olivier Lejeune. C'est le premier esclave noir qui est arrivé au Canada. Parce que les gens savent peu, des fois, c'est qu'il y a quand même eu des esclaves. Il y a eu de l'esclavage en Nouvelle-France. C'était surtout des Amérindiens. Mais il y a aussi eu des Noirs. On parle d'environ... Il y a eu environ 200 Noirs ils ont transité par la Nouvelle-France à l'époque. Si vous aviez des esclaves, vous aviez sur certains niveaux. Mais si vous étiez des esclaves noirs, ben là, c'était le top du top, là, en termes de luxe, si je peux dire. Ah oui, pour les maîtres, là, oui, c'est parce que ça coûtait très cher de les faire venir en Nouvelle-France. Ah, OK. Et puis, donc, mais ici, Olivier Lejeune était le premier, je ne sais pas s'il peut s'en vanter, mais c'était le premier esclave noir qui est arrivé ici. Donc, ça raconte son parcours. Lui, il reste à l'île de Madagascar. Il est capturé par des marchands d'esclaves qui l'ont fait transiter par l'île de Gorée, qui était un gros place. Oui. Par la suite, il est envoyé à Dieppe. Et puis à Dieppe, il a été acheté par les frères Kirk. Okay. Les frères Kirk, si les gens connaissent l'histoire de la Nouvelle-France, c'est eux qui vont conquérir Québec en 1629. Et c'est comme ça que Olivier va se ramasser en Nouvelle-France. Quand que Champlain et la Nouvelle-France et la France vont reprendre la Nouvelle-France aux frères Kirk, Olivier va rester ici en Nouvelle-France. Ils vont passer sous un maître français. Et puis, donc, il va arriver ici à l'âge de 10 ans et il va vivre 16 années. Il va mourir à l'âge de 26 ans. On raconte des petites histoires. On dit, entre autres, que quand on lui dit qu'il va être baptisé, qu'il va ressembler au blanc par la suite, il pensait qu'on allait le dépecer et enlever sa peau noire pour qu'il devienne blanc. C'est là qu'on lui explique. Non, on parle, c'est tout le côté spirituel, que tu vas devenir comme nous en devenant catholique. Et puis, comme je disais tantôt, c'est un livre pour les peut-être 5e, 6e année, 10-12 ans. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à la fin du volume, il y a un glossaire. Fait que tous les mots qui sont un petit peu compliqués dans le livre, bon, les jeunes vont pouvoir le retrouver à la fin. Quand il était esclave à Québec, là, il travaillait comme esclave dans quel domaine? Il était à une famille. C'était pour une famille. Comme serviteur? Ouais, ah, OK. C'est ça. OK.
des travaux plus... des travaux de plus maison, de maison. là? OK. OK. Ça va pour ça? Oui, c'est beau. Donc, un autre volume de Mme Pierrette Lafont, Promenade en enfer, le livre à l'index de la bibliothèque historique du Séminaire de Québec. Bon, les gens savent sûrement, il y a des gens sûrement entendu parler du fameux index qui était géré par le clergé. Il faut laisser le livre se retrouver à l'index. On ne pouvait pas le lire sous peine de sanctions de l'Église. Donc, c'est un petit peu ici, c'est que, bon, le Séminaire de Québec, aujourd'hui, sa collection de volumes historiques est maintenant gérée par le Musée de la Civilisation. Et on conserve encore 600 volumes qui étaient à l'époque dans l'enfer de la bibliothèque du séminaire. L'enfer, ça voulait dire c'est un endroit où on les avait isolés, ces volumes-là? C'est ça. Ah, okay. L'enfer, c'est qu'il y avait une volume, vraiment une porte qui était séparée. Une porte? Oui, ça prenait une permission du supérieur du séminaire pour avoir un des volumes qui était derrière la porte. C'est quoi les permissions qu'ils acceptaient pour que tu ailles voir? C'était plutôt rare qu'ils acceptaient que les éditions puissent y avoir accès, mais beaucoup, je n'en parle un petit peu plus loin, mais beaucoup, c'était souvent des religieux. Parce que pour combattre l'hérésie, il faut la connaître. Ah, OK. Donc, on va lire des volumes sur le protestantisme pour voir les idées qu'ils veulent propager. Pour combattre pour ces les idées-là, contredire. il faut quand même les connaître. Donc, c'est ça. Dans le volume, là, madame, quand on pense à nous parler un petit peu de tout ce qui est de la censure, on fait l'histoire de la censure qui soit royale. À l'époque, le roi pouvait faire censurer. Ah oui? Et aussi, oui, quand des écrits qui portaient atteinte au roi, disons, on va censurer ce volume-là ou l'autre. Ils les mettaient à l'index aussi? Il y avait comme un index royal de volume en France qui ne fait pas être diffusé sous peine de sanctions royales. Ça veut dire ça pouvait être des cachots royaux. Ah, ça, j'ignorais. Je savais pas ça que le roi avait le droit d'interdire. Oui. Le roi avait tous les pouvoirs en France à l'époque de la monarchie absolue. Mais est-ce que ça avait un effet ici en Nouvelle-France? Oui, parce que les volumes qui étaient censurés en France l'étaient aussi en Nouvelle-France. OK. Fait que les gens ne pouvaient pas avoir ces volumes-là non plus. Non plus. Oui. Puis l'index de l'Église, là, mettons ceux qui étaient à l'index par l'Église, ça a commencé quand, ça? J'ai pas la date exacte. À peu près. C'est-tu au début de la colonie? Non, c'est plus tard. En France, l'index existait déjà depuis, moi je dirais, peut-être 17e, 18e siècle. Ah oui? Aussitôt que l'imprimerie a commencé, l'Église a voulu contrôler les idées. Avant même l'Internet, la façon que les idées se propageaient, c'était par les volumes. Et puis, comme on dit que nul ne peut dire quelle image, quelle idée, quelle influence ou quelle vision du monde le livre apporte secrètement et silencieusement dans l'esprit du lecteur. Lire est un acte d'indépendance et de liberté. C'est ce qui est dangereux. Quand j'ai écrit mon volume sur l'histoire de la bibliothèque du Collège classique, on disait qu'un étudiant qui ne lit pas, c'est pas correct, il faut lire. Mais un étudiant qui lit trop, c'est suspect. Ah bon? Pourquoi il lit autant? Qu'est-ce qu'il lit? Et donc, on surveille les lectures parce que le livre fait amener des idées. C'est ce qui est dangereux, c'est des idées que le volume propage. Donc, du moment que, même avant l'imprimerie, bon, la censure royale était déjà sur place, mais c'est plus facile à contrôler parce que mais du moment que l'imprimerie est apparue, là, c'est plus largement diffusé, c'était plus difficile à contrôler. C'est là qu'on a commencé à faire des livres de censure pour dire on va censurer tel volume, pour essayer de contrôler. Fait que si ça existait en France, ça a dû se transmettre ici nécessairement. Oui, c'est ça. Fait que, puis dans le volume, on voit un petit peu par la suite, on va traiter des volumes qui sont conservés dans l'enfer, entre autres dans le volume. Bon, ce sont des ouvrages contre la religion, des ouvrages contre la morale. Exemple, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, que tout le monde connaît, a été mise à l'index. Ah oui? Oui, parce qu'il y avait des termes, exemple, on parlait... une définition du mot du clergé, où il y a des termes de la société, on a des fois des petits points contre les nobles, contre l'Église, les pouvoirs de l'Église, fait que il y a des choses qui ne plaisaient pas à l'Église. C'était peut-être pas toutes les définitions, mais on n'allait pas commencer à censurer juste certaines clauses du... Fait qu'on on a mis à l'index l'encyclopédie au complet. On n'a pas pris de chance. Pas pris de chance. Et puis donc, l'auteur va aussi nous mentionner les pays d'où viennent les volumes, les imprimeurs. Puis ce qui est fun aussi, c'est qu'ils vont nous dire à qui appartenaient les volumes avant d'être mis à l'index. Parce que à l'époque, comme c'était un bien de luxe, le volume, souvent les gens vont mettre leur ex-libro dans le volume. OK. Il y a moyen, avec le tampon, de savoir à qui appartenaient les volumes. Et puis, comme je disais tantôt, ce qui est remarquable de voir, c'est que c'est souvent des communautés religieuses qui avaient les volumes. Pourquoi? Comme je disais, c'était pour combattre l'hérésie. Fait que, un coup, on n'avait plus besoin du volume. On veut pas le mettre, on peut pas brûler un volume, on veut pas le mettre en liberté. Donc, on l'enfermait derrière une porte. En enfer. En enfer, derrière un cadenas. C'est spécial, le mot enfer, pour ça, j'en reviens pas. Et puis, qu'est-ce qu'on pouvait, entre autres, là, si on se faisait pas dans un volume, le volume était saisi, évidemment. Bon, on pouvait dire, tu vas avoir le droit à 13 jeûnes dans l'année, 40 jours de carême, parce que tu avais eu un volume en enfer. Et puis, l'index est aboli dans les années 1960. Donc, ce qui fait que les gens me demandent des fois est-ce qu'il y avait un enfer
à la bibliothèque du Collège classique ici à Thetford. Il n'y en avait pas parce que le collège a été inauguré en 1959. Donc, on a quasiment construit le collège au moment que l'index était aboli. Okay. Mais sûrement qu'il y aurait eu un enfer aussi au collège classique si l'index avait été en vigueur. Bon, on va aller au dernier. Oui. Le site archéologique du Palais de l'Intendant à Québec. Donc, ça, c'est très intéressant. Je pense que les gens qui s'intéressent à l'histoire de la Nouvelle-France, ce qui est le fun, c'est qu'on suit, le livre est beaucoup illustré, des belles images. On voit là, tout le travail archéologique, on suit vraiment les archéologues dans leur travail. On voit aussi les autres gens qui travaillent avec eux, les restaurateurs, parce qu'il faut restaurer ces pièces-là. Ce qu'on voit un peu sur la couverture du volume, c'est pas aussi beau que ça qu'on les trouve dans le sol. On voit aussi tous les spécialistes, là, les gens qui travaillent sur les pollens, sur les graines, on peut dire ce qu'ils mangeaient par ce qu'on découvre dans le sol. Et puis le site aussi, le site du Palais de l'Intendant, c'est un site très riche au niveau archéologique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu différentes fonctions. On dit que le site, ça a été d'abord une brasserie et une fabrique de potasse sous Jean Talon, de 1665 à 1675. Il a été transformé en Palais de l'Intendant en 1686. À la fin de la Nouvelle-France, il va devenir un bâtiment qui va être occupé par l'armée anglaise. Et puis par la suite, il redevient une brasserie Boswell et Dahl, de 1852 à 1974. Et puis aujourd'hui, c'est rendu un centre d'interprétation archéologique qui est géré par la Ville de Québec. Donc, il y a eu plusieurs occupations, ce qui fait qu'au niveau des découvertes archéologiques, on va trouver beaucoup d'artefacts très différents. Bon, on retrouve quoi? On va trouver des pièces de monnaie du 17e siècle, des bouteilles en verre, des pièces de fusil, des bijoux, de la vaisselle, des cachets en cire, parce qu'à l'époque, pour avoir le côté confidentiel de la lettre, on mettait un cachet de cire sur la lettre. Il va y avoir des pots de chambre brisés et, fait surprenant, on a trouvé des amulettes égyptiennes de la 26e dynastie pharaonique, c'est-à-dire 664 à 525 avant Jésus-Christ. Là, c'est dire, évidemment, bon, c'est pas les Égyptiens qui sont venus conquérir Québec avant Jésus-Christ. Non, ils ont découvert que c'est un des intendants qui a apporté ça à Québec. C'était Claude Thomas Dupuis, qui était intendant de 1726 à 1728. Lui, c'était un collectionneur de tout ce qui était là, les petites choses religieuses, ces choses-là. Puis la mode de l'Égypte commençait un petit peu. Alors, c'est lui qui a amené ça à Québec. Probablement qu'il doit les avoir perdus dans son déménagement. Donc, ils ont trouvé ça dans le sol. Mais sur le coup, on a fait le saut. On trouve des amulettes égyptiennes. C'était un peu anachronisme par rapport au reste des découvertes. Bon, ben, je te remercie. Notre temps est déjà terminé. Oui. Ça a été extrêmement intéressant. Merci, Stéphane. À la prochaine. Merci. Ma lecture de la semaine, c'est le livre L'Étoile du Nord de D.B. John. L'auteur est un journaliste qui a une formation d'avocat, qui a publié des livres jeunesse, puis qui s'est établi à Berlin, en Allemagne, qui a écrit un livre là. Après ça, il s'est en allé en Corée et il a rencontré beaucoup de gens qui étaient des réfugiés qui venaient de Corée du Nord. Et c'est là qu'il a eu l'idée d'écrire le livre L'Étoile du Nord. Ce livre-là, c'est un roman, bien sûr. Ce livre-là raconte l'histoire d'une jeune fille et de son copain qui vont sur la plage près de la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et qui disparaissent. Et cette jeune fille-là a une sœur aux États-Unis, c'est une sœur jumelle, qui, elle s'est fait enlever vers 18-20 ans. Elle était très jeune. Et puis, quand sa sœur aux États-Unis a terminé ses études, elle a enseigné à l'université. Et puis, à un moment donné, elle entend une émission, je ne me rappelle pas si c'est à la radio ou à la télé, où quelqu'un parle d'individus qui ont été enlevés et qui sont détenus en Corée du Nord. Et elle n'a jamais cru à la disparition de sa sœur parce que l'enquête avait dit qu'ils s'étaient noyés, les deux, son copain et sa sœur s'étaient noyés. Mais elle n'y a jamais cru et parce qu'ils étaient tous les deux de très bons nageurs et que cette journée-là, la mer était très calme. Et elle, dans son esprit, ils se sont fait enlever et ils sont détenus en Corée du Nord. Donc, elle entreprend une recherche à partir de l'émission qu'elle a entendue à la radio où une femme dit que son fils aussi a été enlevé. Et en parallèle, on a 3 histoires. On a l'histoire de Jenna, la sœur qui fait enquête. On a l'histoire d'une vieille dame qui est dans un camp.
On raconte son enfance et les difficultés qu'elle éprouve, les difficultés à vivre. Et on a l'histoire d'un militaire qui va aux États-Unis, délégué par la Corée du Nord. Et ces trois histoires-là qui nous semblent séparées, en réalité, à la fin, se rejoignent et on comprend le tout. C'est extrêmement intéressant à lire parce que c'est un sujet d'actualité. Je termine là-dessus. Je vous incite à le lire et je veux vous lire une pensée que j'ai trouvée et que je trouve intéressante. Un bon livre est un livre que l'on regrette d'avoir terminé. Des paroles de Joël Dicker, l'auteur de La vérité sur Harry Quebert.